Bonsoir. Il y a une info qui ne passe jamais aux journaux télévisés et qui pourtant touche des millions d'hommes et de femmes. Ce sont des événements invisibles qui provoquent la misère et l'immigration clandestine et qui finissent donc par nous concerner tous. C'est de ce visage toujours dissimulé de la planète que traite le documentaire que nous allons vous montrer ce soir. C'est un documentaire britannique de la BBC sur un petit pays africain, le Ghana. C'était ma ferme. La mine a abîmé toutes les terres. Qu'est-ce que vous cultiviez? Du cacao, du manioc, des bananes plantains, de l'huile de palme, de l'arachide, beaucoup d'arachide. Et maintenant? Tout est détruit. Tout est abîmé. Vous ne cultivez plus rien? Plus rien. Vous voyez? Toute la ferme est recouverte par les déblais. L'impact de la mine a de bons et de mauvais effets. Mais ces effets de nuisance sont limités. Dans ce pays, les grandes institutions financières occidentales ont imposé un ordre implacable avec des conséquences humaines extrêmes. Vous allez voir comment elles provoquent un exode rural massif. Vous allez voir comment le prix de l'eau potable privatisée fait que les Africains n'ont plus accès à l'eau. Vous allez voir comment dans les hôpitaux, privatisés eux aussi, on retient en otage les malades jusqu'à ce qu'ils puissent payer leurs notes d'hôpital. Vous êtes là depuis quand? Je suis guérie depuis 5 jours. Mon mari cherche un prêt pour payer l'hôpital, mais il ne l'a pas trouvé. Il est parti voir si son oncle pouvait lui avancer l'argent. Comment ça se passait avant le cash and carry? Quand j'étais petit, je n'ai jamais payé pour des soins médicaux. Et j'ai été admis plusieurs fois dans des hôpitaux universitaires. Ça fonctionnait bien. Maintenant, si vous ne pouvez pas payer, vous êtes quasiment condamné. Voilà, alors vous faites peut-être partie des gens qui pensent que mondialisation, ajustement structurel sont des mots compliqués et abstraits. Alors regardez attentivement le documentaire de John Kampfner, Quand le Fonds monétaire international fabrique la misère. The state of Africa is a scar on the conscience of the world. Face à la mondialisation de la pauvreté, les pays riches commencent enfin à se réveiller. Pendant des années, ils sont restés sourds, même aux cris d'alarme lancés en 1999 par la Banque mondiale. Il existe un problème de gens porteurs de bombes ou de poison. Le terrorisme est une nouvelle forme de conflit qui peut nous frapper n'importe où. Dans un monde en état de crise, le problème de la pauvreté est devenu une urgence absolue. Pourtant, même si elles abandonnent leurs anciennes certitudes, les grandes puissances ont encore du mal à entendre les avertissements des prophètes de malheur. Mary Gekum est assise sur de l'or, mais elle n'en tire aucun profit. Elle habite dans le village de New Atwabo, un village déplacé de l'ouest du Ghana. Elle casse des cailloux 12 heures par jour. La vie est vraiment dure. Je peux à peine m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas de quoi les nourrir, encore moins de quoi les habiller. Hier, je n'avais pas assez pour leur acheter à manger en partant au travail. Ils sont restés le ventre vide jusqu'à mon retour, le soir. Ça me rend triste. Élève modèle, c'est ainsi que la Banque mondiale considérait le Ghana. Mais après 20 ans de libéralisme économique, le modèle ne semble pas avoir répondu aux attentes de la population. La famille de Mary vivait relativement bien. Elle possédait une ferme, jusqu'à l'arrivée d'une compagnie minière. Un jour, des Blancs sont venus, soi-disant pour compter tous les habitants du village. Au début, nous n'avons pas compris. Plus tard, on nous a expliqué que le gouvernement leur avait donné la terre et que nous devions partir. Si nous avions refusé de partir dans le calme, ils auraient envoyé l'armée.
Ce cas n'est pas isolé. Les 2/3 de la terre de cette région ont été vendus à des multinationales. Les indemnités d'expropriation ont été dérisoires. Les bonnes semaines, Mary et ses enfants gagnent l'équivalent de 3 €. Cette même politique qui a conduit à l'expropriation des terres a rendu l'éducation et la santé inabordables. Et aujourd'hui, l'eau est aussi devenue payante. Nous devons acheter notre eau. Le prix d'un seau d'eau varie. Quand je n'ai pas assez d'argent, nous l'achetons à crédit et payons après avoir gagné suffisamment d'argent. Nous payons aussi pour utiliser les toilettes. Parfois, quand je ne peux pas payer, je demande aux gardiens d'y aller gratuitement. Et quand je les ai trop sollicités, je vais dans la nature. Cette pratique est appelée la récupération des coûts. L'application de cette politique était l'une des conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI en échange des prêts accordés. Vue d'Accra, la capitale, cette lutte quotidienne pour satisfaire ses besoins vitaux semble moins cruciale. Vous voyagez souvent dans le pays? Raisonnablement. Vous parlez aux gens ordinaires, ceux qui ne sont ni ministres ni conseillers économiques? Très souvent. Vous allez dans les villages? Vous parlez avec ceux qui doivent payer pour l'eau, pour les toilettes, qui n'ont pas été indemnisés suite à leur expropriation? Vous essayez de me mettre en colère? Je ne me mettrai pas en colère. Je resterai calme parce que vous me provoquez et vous insinuez... Non, j'essaie simplement... Vous insinuez que je passe mon temps dans une tour d'ivoire et que j'ignore tout de la réalité du pays. C'est faux. Je ne connais pas de villages qui doivent payer. Et si c'est vrai, qui fait payer les gens pour aller aux toilettes? J'ignore de quoi vous me parlez. En revanche... Le village de Nuatwabo. Ok, et qui fait payer qui? Les pauvres doivent payer pour tous les produits de base. Beaucoup de Ghanéens n'ont jamais eu accès à l'eau potable. La gestion de la compagnie publique de l'eau a été désastreuse, mais là n'est pas la question. Azara Issa n'a pas l'argent pour acheter de l'eau potable. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Deux fois par jour, Azara se rend à une mare située à plusieurs centaines de mètres de son village. L'eau est infestée de vers de Guinée, elle sait ce qu'elle risque, mais elle n'a pas le choix. Notre manque d'argent explique pourquoi nous utilisons cette eau. L'argent qui pourrait payer l'eau du puits sert à acheter de la nourriture, comme le cacao pour notre petit déjeuner. C'est comme ça depuis que nous ne pouvons nous permettre d'avoir les deux. Pour nous, il vaut mieux acheter de la nourriture et d'autres produits et aller chercher de l'eau gratuite, parce qu'avoir de l'eau potable sans nourriture ne sert à rien. Récupération des coûts ou participation aux frais ou cash and carry, plusieurs expressions servent à désigner cette politique qui fait payer les produits de première nécessité. Ce modèle a été mis en place dans tous les pays en voie de développement. Azara gagne difficilement sa vie en ramassant des arachides. Avec ses faibles revenus, elle est obligée de choisir entre boire de l'eau potable ou manger. Nous recouvrons notre seau avec une toile pour filtrer l'eau et éviter les maladies. À la maison, après l'avoir filtrée, nous la mettons sur le feu et la faisons bouillir pour tuer les microbes et l'odeur. Les maladies contenues dans l'eau viennent des tiques. D'autres organismes se fixent aussi au corps de l'homme et boivent son sang. Une fois fixés, et avant qu'on s'en aperçoive, ils ont déjà sucé votre sang. Si elle le pouvait, elle utiliserait de l'eau potable. Ce n'est pas une question d'ignorance, mais de moyens.
La Banque mondiale a décrété que les pays endettés ne devaient plus dépenser d'argent pour les services publics de base comme la distribution de l'eau. Dans ce village, on applique donc le concept de la récupération des coûts. C'est un peu un self-service. On apporte son seau et on paie cash. Cette règle qui prévaut pour les pauvres n'affecte pas les riches. Ainsi, en Amérique, le gouvernement fédéral a investi des millions de dollars pour que le système public de l'eau continue à fonctionner. Au sein des villages, des tensions nouvelles sont apparues. Ici, une femme quémande de l'eau potable à ses voisins parce qu'elle ne peut pas payer, ce qui provoque une dispute. À 10 heures de route, au nord d'Accra, nous sommes dans la partie la plus pauvre du pays. Cette région était le grenier à riz du Ghana. Elle fournissait du travail et de la nourriture en abondance. Les politiques de la Banque mondiale ont tout changé. Dans le village de Kpembe, la population s'est réunie. Les festivités sont ouvertes. Sur ce point, les choses sont comme avant. Les anciens se sont rassemblés pour nous recevoir et des chants et des danses sont exécutés en notre honneur. Si leurs moyens d'existence ont disparu, en revanche, les vieilles coutumes destinées à accueillir les visiteurs sont encore bien vivaces. Le chef est entouré de sa cour, mais même s'il respecte la tradition, les esprits bougent. Une nouvelle conscience politique émerge, elle conteste le nouvel ordre économique. Vous cultiviez le riz, vous possédiez plusieurs centaines d'hectares de rizières dans la vallée de Katanga. J'étais un des plus riches producteurs de riz du Nord. À cause du changement de politique, je n'existe plus. J'employais beaucoup de gens à la ferme, ici, dans la vallée de Katanga. Qu'est-il arrivé à la production de riz local? Cultivez-vous toujours du riz? Qu'est devenue la grande ferme que vous possédiez? La production locale a quasiment disparu. Quand le Ghana subventionnait les engrais et les semences, les machines étaient disponibles et donnaient du travail à tous. C'était presque le plein emploi, même pour les jeunes filles. Même le week-end, les étudiants venaient travailler dans les fermes, ce qui leur permettait de se consacrer la semaine à l'école. Mais avec l'effondrement de la culture du riz, on ne peut rien faire. Sauf partir dans les villes du Sud, chercher du travail, mais il n'y en a pas. Les gens reviennent alors à moitié morts de faim. Parce qu'ils sont allés en ville, ils sont affamés, n'ont pas de bon boulot, ils reviennent atteints de paludisme ou d'autres maladies. Maintenant, nous devons acheter notre riz. Un demi-sac de riz, 50 kilos, coûte 300 000 cédis. La politique du FMI est très négative et affecte dramatiquement toute la région. Notre niveau de vie est tombé très bas. On nous sort des chiffres, le Ghana fait ceci, fait cela. Nous n'en voyons pas les effets sur la population. Le Ghana dépense maintenant 100 millions de dollars par an pour importer du riz de pays comme les États-Unis. La suppression des subventions à l'agriculture locale s'est donc accompagnée de la suppression des barrières douanières. Cette économie de marché, dans sa forme la plus pure, est une sorte de darwinisme économique. La sélection naturelle passe par la survie du plus fort. On a demandé au Ghana d'orienter sa production sur 2 matières premières d'exportation, l'or et le cacao, et de laisser tomber le reste. Simple variation sur un thème remontant à l'ère coloniale. Pourquoi un pays tropical, semi-tropical ou semi-aride devrait-il cultiver du riz? Et pourquoi pas? Je doute vraiment que le Ghana devienne autosuffisant. Pourquoi viser cela, alors que la Thaïlande,